Voilà, on arrive au terme de notre voyage avec Rosa Bonheur et je vous propose de terminer avec une réflexion sur la place des femmes dans l'art du 19e siècle. C'est parti. Voilà, alors on va découvrir ce chapitre d'un petit peu plus près. Alors en France, l'Académie royale de peinture et de sculpture accepte les femmes à partir de 1648, bien qu'elles ne puissent pas suivre les enseignements réservés aux hommes, comme celui du nu. Par exemple, la première femme y accède en 1663, soit 15 ans après son ouverture. Il s'agit de Catherine Duchemin, l'épouse du peintre Girardon. Selon Florent Lecomte, l'auteur d'un dictionnaire biographique d'artistes au XVIIe, Madame Girardon aurait arrêté de peindre pour s'occuper de son ménage et de l'éducation de ses enfants. Elle aurait mis au monde pas moins de 10 enfants entre 1658 et 1673, sans oublier le fait que son époux était très occupé par son travail. Vous voyez que ça montre bien l'image qu'on avait à ce moment-là du rôle des femmes. Mais je vous rappelle qu'on est au XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, Élisabeth Louis Vigée-Lebrun est l'une des plus grandes portraitistes de son temps. Elle devient la peintre officielle de la reine Marie-Antoinette. Et à la Révolution de 1789, les académies royales vont être démantelées et on crée officiellement l'école des beaux-arts en 1816. Mais cette académie n'accepte pas les femmes non plus. Il existe néanmoins des écoles privées pour les femmes. D'ailleurs, le père de Rosa, Raymond, s'occupe de l'une d'entre elles et elle en deviendra elle-même la directrice. Mais celles-ci sont peu accessibles. Il y a des difficultés d'accès aux cours de nu qui sont payants et ne deviennent gratuits qu'à la fin du 19e, aux Beaux-Arts uniquement. Et puis, les femmes artistes sont cantonnées à des sujets qui vont eux-mêmes être en lien avec les stéréotypes de la femme. Petite nature morte mignonne et colorée, portrait sans enjeu, gentille petite scène mythologique comme dans ce tableau de Louise Hersan, Daphnis et Chloé. À partir de 1896, les jeunes femmes ont la possibilité de fréquenter la bibliothèque de l'École des Beaux-Arts de Paris et peuvent aussi assister aux cours magistraux de perspective, d'anatomie et d'histoire de l'art. Elles y accèdent de plein droit l'année suivante, en 1897. Le prestigieux prix de Rome n'admet une femme qu'en 1903. Alors, évidemment, il y a quand même une grosse différence entre ses contemporaines les plus connues et Rosa Bonheur. Par exemple, Berthe Morisot, qui faisait ses gammes de piano devant des amis grands compositeurs à la maison, ou encore Marie Cassatt, qui suivait des cours privés dans l'atelier de Manet, ou qui exposait avec les impressionnistes. Mais sans avoir besoin d'en vivre. Donc avec une prise de risque minime, et ceci dit, sans nuire aux qualités et au travail de ces artistes femmes. Alors, le Salon des femmes peintres et sculpteurs est fondé en 1881 par des femmes pour revendiquer l'égalité des droits entre artistes hommes et femmes. À partir de 1896, les jeunes femmes ont la possibilité de fréquenter la bibliothèque de l'École des Beaux-Arts de Paris, peuvent aussi assister aux cours magistraux de perspective, d'anatomie et d'histoire de l'art. Elles y accèdent de plein droit l'année suivante, en 1897. Alors, comme je l'ai dit, le prix de Rome n'admet une femme qu'en 1903. La première à la remporter est Lily Boulanger, en musique, en 1913. L'art dit féministe apparaît dans les années 60 et 70 grâce à un mouvement vers l'art féministe qui a pour but donc de produire un art qui reflète les vies et les ressentis des femmes. Depuis cette période et ces 20 à 30 dernières années, on redécouvre aussi les artistes femmes oubliées de l'histoire de l'art. Le problème est aussi qu'elles n'ont pas vraiment pu y rentrer avant très longtemps. Donc d'une certaine manière, l'histoire d'un art féminin est encore en train de s'écrire. Je cite juste deux éléments. D'abord, l'exposition Une avant-garde féministe des années 70 qui s'est déroulée aux rencontres
photographique de Arles en 2022. Cette collection privée, donc la collection Verbund de Vienne, que vous pouvez également voir à Vienne, a réuni plus de 200 œuvres de 71 femmes artistes, constituées pendant 18 ans sur les années 1970 d'un point de vue européen. Alors, l'exposition présentait les travaux des premières artistes qui proposèrent une nouvelle image de la femme, dénonçant le sexisme, les inégalités sociales et les structures du pouvoir patriarcal. Et puis, vous pouvez également lire l'ouvrage « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes » de Linda Neuschlin, qui est paru en 1971 et qui soutient la lutte pour l'émancipation des femmes artistes. Alors, dans les arts plastiques, les œuvres de femmes acquises par les FRAC, les Fonds régionaux d'art contemporain, sont en baisse en 2019, 38% contre 58% en 2018. Alors en 2024, j'ai pas les chiffres, 2024-2025. Pour les centres d'art, une amélioration s'est dessinée en 2018. On observe à nouveau une baisse légère en 2019 avec 38% de femmes exposées. L'observation de quelques grandes expositions au cours de la période 2013-2019 montre que la parité est dépassée parmi les commissaires de ces expositions. Alors, citons d'autres artistes femmes très célèbres que vous pouvez découvrir avec vos professeurs ou que vous connaissez. Niki de Saint-Phal, Orlan, Johanna Vasconcelos, Louise Bourgeois, Annette Messager, Kiki Smith, Nan Goldin, Cindy Sherman, les plus connus, Sophie Calle, sont des grands noms de l'art contemporain. Bien sûr, le simple fait de faire cette liste est problématique dans le sens où il ne faudrait plus avoir à le faire. Alors pour revenir à Rosa Bonheur, voici un extrait du magazine Le Voleur illustré, cabinet de lecture universel, daté du 19 avril 1894, dans lequel on trouve des références masculines au travail de l'artiste. On parle du gars dessinant les animaux. On note aussi qu'elle ne soucie guère d'élégance. Dans un autre magazine, on se plaît à souligner la singulière virilité de son talent, ou encore sa mâle énergie. Alors, comme je l'ai déjà évoqué, elle vit, selon ses propres mots, en paysan, se consacre à sa peinture, ne se marie pas et n'a pas d'enfant. Et puis pour justifier qu'une femme peigne des moutons et des vaches, sujet sans doute habituellement réservé aux hommes, on s'empresse parfois d'y mettre une touche féminine. Ne voit-on pas dans ces vaches un heureux mélange de force et de douceur ? Dans ces animaux, une grâce charmante. Ces vaches, dit-on, ont l'air d'être si bonnes mères de famille, et ces bœufs provoquent des caresses. Vous voyez, donc on féminise en fait la relation qu'elle aurait avec ces animaux. Avec Jacques-Raymond Brascassa, avec qui elle est souvent comparée, les stéréotypes de genre ne manquent pas. Ils sont souvent comparés, voire opposés. On dit Brascassa peint bien, mais il peint comme une femme. Rosa Bonheur peint comme un homme. Les bêtes de Brascassa semblent ruminer quelquefois à la manufacture de Sèvres. Les bêtes de Rosa pâturent en pleine nature. Vous voyez, donc, quand on veut rabaisser la peinture masculine, on dit qu'elle est féminine. Et quand on parle de la peinture de Rosa Bonheur, elle n'est pas vraiment féminine, puisque c'est quand même une peinture d'homme. Voilà, alors, vous le savez, Rosa Bonheur naît dans le siècle de la photographie. Et évidemment, elle ne peut pas passer à côté de cette révolution. Si Anna Klumke va en partie photographier la collection de Rosa Bonheur à sa mort, avant sa dispersion, dans une vente aux enchères, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, Rosa va également utiliser cet outil, mais à des fins de création. Alors pour vous faire comprendre ce nouvel usage, je voudrais vous montrer cette œuvre qui se nomme Le Roi de la Forêt, et dans laquelle on voit un cerf majestueux peint par Rosa Bonheur. Quand on regarde cette œuvre, on a l'impression qu'elle veut nous montrer la furtivité de la rencontre et aussi le regard de l'animal qui plonge dans celui du spectateur qui l'aperçoit à peine. En réalité, le travail de préparation de cette œuvre est très important. Voici par exemple des études documentaires de cet animal et de biches qui étaient dans la forêt de Fontainebleau et que Rosa rencontrait régulièrement
autour de sa propriété. On parle ici d'études sur le vif, c'est-à-dire que Rosa Bonheur peignait l'animal tel qu'il se présentait à elle, et cela nécessitait une certaine rapidité d'exécution. Peindre sur le vif, c'est peindre l'animal sous nos yeux. Et le dessin, qui était souvent exécuté en plusieurs fois, parce que l'animal bougeait constamment, bien sûr, servait de base d'étude pour le grand tableau. Un peu la vision romantique qu'on a des artistes encore aujourd'hui, ils vont dans la nature, avec un carnet pour étudier leur sujet. Mais là, je vous montre une photo où l'on voit Rosa Bonheur peindre ce cerf après sa mort. Elle le surnommait Jacques, le cerf. On voit qu'il est suspendu par des cordes pour tenir debout, puisqu'il est mort. Et ce cerf, donc Jacques le cerf, est actuellement en trophée dans son atelier, avec de nombreux autres animaux qui étaient les amis, d'une certaine manière, de Rosa Bonheur. Ce document est vraiment intéressant parce qu'on a presque les coulisses du tableau, et on voit bien la différence entre la représentation, c'est-à-dire le tableau, et le réel, c'est-à-dire Rosa Bonheur qui dessine un cerf sans vie. Là, on peut vraiment dire que la peinture donne vie à l'animal. Et là, si vous regardez bien, on a la vue qu'avait Rosa Bonheur quand elle regardait le cerf retenu à l'arbre par des cordes. C'est un cyanotype, c'est-à-dire une technique photographique du 19e. Et par-dessus cette photographie, Rosa Bonheur est venue dessiner avec de la gouache et de l'aquarelle des réaux de blanc, des textures également. On voit bien que sur la photographie, l'animal est cerné de noir et que son cou et son oreille gauche sont eux rehaussés de blanc. Il permet à l'artiste de saisir à la fois les formes mais aussi les lumières à partir de la photographie. Donc, d'une certaine manière, ces images nous montrent qu'elle était très moderne dans son approche, puisqu'elle n'hésitait pas à multiplier les approches techniques pour parvenir à ses fins. Alors, il y a quelques années, j'avais fait un cours sur Rodin, qui est un sculpteur de la fin du 19e, début 20e, l'auteur du célèbre Penseur, et dans lequel j'expliquais sa modernité, notamment dans le fait qu'il utilisait la photographie comme un support de retouche graphique pour ses sculptures, pour expliquer et communiquer aux fondeurs, aux mouleurs ou à ses assistants des zones à retoucher. Et bien en fait, Rosa Bonheur l'a très certainement fait à la même période. Alors, les cyanotypes datent de 1892 et cette image de Rodin de 1886. Donc c'est assez touchant de faire quand même le lien entre ces deux artistes. Et puis elle utilise la photographie à des bases documentaires. On voit ici une photographie de son atelier de développement. Elle constitue un fond d'image, une précieuse base de données classée par espèce animale et par type de paysage. On sait qu'elle avait donc au fond de son atelier ce petit laboratoire qui est encore visible, parce que moi je l'ai moi-même visité, et elle pouvait ici tirer des plaques de verre et du papier. On voit aussi plein de châssis presse ainsi que des plaques de verre pour la chambre, toujours en place sur des petits égouttoirs en bois. Aujourd'hui, donc, c'est assez difficile de cerner précisément la manière dont elle incluait la photographie à son travail, mais il est sûr qu'elle utilisait la photographie. Elle utilisait d'ailleurs la lanterne de projection alimentée d'une lampe à 5 mèches qui est entreposée dans le petit laboratoire. Alors, est-ce qu'elle s'en sert pour visionner des images ou pour les projeter sur un support ? Ça, je ne sais pas. On ne le sait pas. Si on cherche finalement une réponse du côté de l'artiste, elle juge la technique photo moins fiable que ses propres yeux. Elle dira « Je vous avoue que je n'ai jamais pu parvenir à fixer par la photographie les mouvements de votre cheval » en s'adressant à quelqu'un, tandis que je les ai parfaitement gardés dans l'œil et que j'ai pu ainsi les reproduire sur la toile, explique-t-elle un jour à John Arbuckle, un éleveur américain qui était venu lui rendre visite avec Anna Klumker en 1887. Voilà, pour terminer, quelques ressources, références que j'ai utilisées pour faire cette vidéo. Des documentaires, certains sont passés sur France 5, d'autres peuvent être revisionnés ou téléchargés à la location via Internet. Vous pouvez les utiliser. Évidemment, pas mal de sites web que vous trouverez également en description des vidéos, dont des sites académiques. Donc ça me permet de remercier à nouveau tous les collègues qui fournissent les sites, soit à titre personnel sur leur site personnel, soit de façon plus officielle sur des sites académiques. Voilà.
Vous trouverez également des chaînes YouTube que j'ai mis en lien, qui sont, selon moi, quand même des ressources intéressantes, en tout cas celles que je vous propose. Et puis, il y a un certain nombre de podcasts. J'en ai sélectionné 3. Ceux-là sont assez intéressants quand même sur le travail de Rosa Bonheur, sur la question du féminin aussi. Voilà. Et puis quelques livres. Alors là, j'en ai mis quelques-uns qui sont... voilà, le 3e est assez synthétique, mais il y a une biographie, notamment par Anna Klumke, sa compagne. Voilà, alors écoutez, j'en ai terminé. Donc, je n'ai plus qu'à vous remercier. Et puis, bon courage à toutes et à tous pour vos révisions, si vous révisez pour cette œuvre pour le bac. Sinon, à bientôt. Ciao!